Bonsoir à tous et tous. Alors, bienvenue à cette conférence en ligne pour faire le bilan de la loi climat. Je suis Chloé, bénévole à la base. Alors, malheureusement, vous n'allez pas pouvoir me voir, mais vous allez pouvoir m'entendre. Je suis ravie de vous accueillir ce soir pour un nouvel événement en ligne. Donc, juste avant de laisser place à nos intervenants, je voulais vous faire une toute petite présentation de la base pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Donc, c'est un lieu de 700 mètres carrés qui est situé au 31 rue Bichat, dans le 10e arrondissement de Paris. Et en fait, ce lieu est né à l'initiative d'une dizaine d'organisations en 2019 qui voulaient remplir 3 objectifs. Le premier objectif, c'était d'être une porte d'entrée vers l'engagement citoyen pour toutes et tous. Donc ça se fait grâce au bar associatif qui se situe au rez-de-chaussée et où, depuis la semaine dernière, vous pouvez venir assister à des événements donc gratuits comme celui-ci. Donc, à l'avenir, ce sera en présentiel avec nous. Également, vous renseigner sur les moyens de vous engager en rencontrant les membres des organisations ou tout simplement boire une bière bio locale et abordable et refaire le monde en rencontrant plein de gens. Et ensuite, les deuxième et troisième objectifs sont d'être donc un soutien logistique pour les différentes organisations du mouvement. Et de créer du lien entre elles. Donc ça passe par l'espace de travail qui se situe dans les étages de la base, où vous pouvez trouver un coworking, des bureaux, des salles de réunion, des espaces de stockage. Et ça permet encore une fois de créer du lien entre les associations et de mutualiser un petit peu leurs actions. Donc pour continuer à faire vivre la base, je vous invite à aller faire un don sur le lien en description de l'événement Facebook, donc c'est le site de la base Paris. Et sur cette page Facebook, vous pouvez aussi retrouver tous les événements qu'on est en train d'organiser pour tous se retrouver à partir dès demain et venir nous rejoindre autour d'une bière. On sera tous ravis de tous vous revoir. Voilà, donc merci de m'avoir écouté et je laisse la parole à nos intervenants et je vous souhaite à tous une bonne conférence. Merci Chloé pour cette présentation de la base et bonjour à toutes et à tous. Alors moi, je suis Christy Simon, je suis rédactrice en chef du média Penser l'après et pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore, Penser l'après, c'est le média associatif qui invite les experts et les expertes du changement dans votre salon avec un format webinaire et podcast essentiellement sur des thématiques sociétales variées. Vous pouvez par exemple retrouver notre série Penser l'après Covid-19 ou Penser l'après patriarcat sur nos réseaux sociaux. Mais ce soir, je suis ravie d'être avec vous pour animer ce webinaire organisé par la base. Donc, pendant 1h30, nous parlerons de la loi climat et nous discuterons de son efficacité avec nos intervenants et intervenantes. Avant de débuter, petit rappel du contexte et des étapes majeures de la loi. Alors, pour revenir au commencement, il faut remonter en 2019 à la création de la Convention citoyenne pour le climat, qui était censée constituer l'une des réponses du nouveau grand débat national proposé par Emmanuel Macron pour répondre au mouvement des Gilets jaunes. Cette convention, elle est constituée de 150 citoyens et citoyennes tirés au sort et elle s'est réunie pendant presque 1 an avec pour mission de définir un ensemble de propositions permettant à l'État français d'accélérer sa transition énergétique et d'atteindre son objectif de baisse de 40% en 2030 des émissions de gaz à effet de serre en France par rapport au niveau de 1990. Ensuite, en juin 2020, la Convention citoyenne pour le climat, elle a proposé 149 mesures à Emmanuel Macron, dont certaines qui ont été adoptées presque immédiatement suite à un conseil de défense écologique. C'est par exemple le cas de l'interdiction des chaudières à fioul ou au charbon dans les logements neufs à partir de 2022. Il y a d'autres mesures ensuite qui ont été intégrées au plan de relance et au projet de loi finance 2021, dans lequel on peut retrouver la mise en place d'une taxe sur le poids des véhicules, par exemple. Et le projet de loi climat et résilience qui nous intéresse ce soir a enfin été présenté en Conseil des ministres le 10 février 2021 par Barbara Pompili, qui est donc la ministre de la Transition, avant d'être voté mardi 4 mai à l'Assemblée nationale. Et il attend désormais son vote au Sénat. Donc ce projet, il est constitué de diverses thématiques qui sont calquées en fait sur les modèles des groupes de travail de la Convention citoyenne, comme consommer, produire et travailler, ou encore se loger ou se nourrir. Et il est pour la ministre un véritable basculement dans l'ère écologique. Mais pourtant, vous avez pu le voir avec les différentes mobilisations ou marches pour le climat qui ont été organisées ces dernières semaines, les associations et les mouvements militants ne partagent pas forcément cet avis et au contraire, il s'agit en fait pour beaucoup d'un projet de loi qui aurait été détricoté ou qui serait un projet de loi au rabais finalement. La Convention citoyenne elle-même, elle donne par exemple la faible note de 3,3 pour la prise en compte de ces propositions pour le climat par le projet de loi.
Et le Conseil d'État lui-même le déplore aussi. Il dit que les mesures du projet de loi climat ne permettront pas en fait d'atteindre cet objectif de 40% de baisse des émissions de l'État français. Alors finalement, donc, cette loi climat, est-ce que c'est un coup d'épée dans l'eau dans la lutte contre le réchauffement climatique ou est-ce que c'est vraiment un changement historique pour la transition écologique? Avec nous ce soir pour répondre à cette question, non pas un, non pas deux, mais bien 5 intervenants et intervenantes pour nous apporter leur expertise. Alors tout d'abord, Stécie Algrin, vous êtes étudiante à Sciences Po Paris, vous êtes fondatrice de la newsletter Biodiversité La Corneille et fondatrice du média Penser l'après dont j'ai déjà parlé et qui a fêté récemment ses 1 an. Ensuite, César Dugast, vous êtes quant à vous responsable du pôle neutralité carbone chez Carbone 4, qui est un cabinet de conseil indépendant spécialisé dans la stratégie bas carbone et l'adaptation au changement climatique. Et vous avez notamment co-rédigé un rapport sur la possibilité pour l'État français d'atteindre les objectifs qu'il s'est fixés dans la stratégie nationale bas carbone. Ensuite, troisième intervenante ce soir, Marine Fleury. Vous êtes membre du comité légistique de la Convention citoyenne pour le climat, c'est-à-dire qu'en fait, vous faisiez partie du collège de juristes qui était chargé de mener un travail pour retranscrire dans des textes juridiques les propositions de réforme qui ont été préparées par les membres de la CCC et aussi d'évaluer les écarts entre les textes issus de leurs travaux et ceux du projet de loi climat et résilience. Et vous êtes également maîtresse de conférences de droit public et membre de l'équipe de juristes de l'affaire du siècle qui a assigné l'État en justice pour inaction climatique et qui d'ailleurs a eu gain de cause aux dernières nouvelles. Enfin, Annick Pata et Mathieu Sanchez, vous faites partie des 150 citoyens et citoyennes tirés au sort pour la Convention citoyenne pour le climat. Et donc, pendant plusieurs mois de travail, vous avez eu pour objectif de définir, je cite, les mesures structurantes pour parvenir, dans un esprit de justice sociale, à réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40% d'ici 2030 par rapport à 1990. Et donc, avec les autres membres de la CCC, vous avez transmis 149 propositions au gouvernement pour les intégrer au projet de loi climat. Annie a ainsi travaillé de son côté spécifiquement dans le groupe Produire et Travailler, tandis que Mathieu faisait partie du groupe de travail Se déplacer. Voilà, donc merci à vous toutes et tous d'avoir répondu présent et présente à notre invitation ce soir. Et avant de débuter ce webinaire, j'aimerais rappeler à nos auditeurs et auditrices de surtout ne pas hésiter à poser toutes leurs questions en commentaire du live. Voilà, nous les ferons remonter à nos intervenants et intervenantes en deuxième partie de ce webinaire. Alors, première question ce soir qui s'adresse à tout le monde, mais peut-être particulièrement à Marine et à Annie et Mathieu. L'idée, en fait, c'est de comprendre un peu dans quelle mesure les propositions de la CCC, elles ont été reprises par le gouvernement dans son projet de loi. Et en fait, quelles sont les conclusions qui ont été partagées par la CC et celles du gouvernement et comment, en fait, les décrypter, quels ont été les obstacles, un petit peu. Je ne sais pas, qui parmi vous veut commencer à prendre la parole? Peut-être Marine? Bonsoir. Ah, Annie, super. Marie. Bonsoir à tout le monde. Donc déjà, pour bien recontextualiser par rapport au projet de loi, ce qu'il faut comprendre, ou du moins ce qui nous a été dit, c'est que sur l'ensemble de nos 149 propositions, 40% étaient de nature législative. Ça veut dire pouvait avoir une transcription dans la loi. Alors ça, c'était déjà le postulat de base. Et sur ces 40%, déjà, entre parenthèses, qui était censé être retenu et proposé sans filtre au débat parlementaire, sur ce qui ressort aujourd'hui de la version finale du projet de loi, on ne les retrouve pas. Et la question était finalement, est-ce que nous, on a pu répondre comme tu l'as rappelé, à ce mandat, de la réduction de moins 40% de nos émissions de gaz à effet de serre? Donc la réponse est non. Donc ça, c'est juste l'introduction. Pour recontextualiser, donc déjà bien comprendre que ce ne sont pas les 149 propositions qui sont intégrées dans ce projet de loi, mais maintenant, ce qu'on en dit, c'est qu'il peut y avoir bien plus dans ce projet aujourd'hui sur la table de nos sénateurs. Est-ce que c'est clair dans un premier temps? Oui, je vais un peu compléter ce qu'Annie vient de dire.
Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les propositions des citoyens, en fait, ça a été rappelé en introduction, ont été pour partie reprises dans un ensemble de textes. En fait, le projet de loi climat et résilience, c'est celui qui en reprend le plus, puisqu'il se consacre plus directement à leurs travaux. Mais il y avait d'autres mesures qui ont été aussi prises, soit par voie réglementaire, lorsqu'elles relevaient du domaine du règlement, soit dans le cadre du plan de relance, lorsqu'il s'agissait de mesures de nature fiscale ou d'augmentation d'investissement public. Après, s'agissant du projet de loi climat et résilience, il faut quand même reconnaître que le gouvernement s'est inspiré des travaux des citoyens. On ne retrouve pas, en fait, il y a un décalage quasiment systématique, même d'ampleur différente toutefois, entre les propositions de transcription qu'on avait pu faire et ce que le gouvernement avait proposé. Mais on retrouve, en fait, en tout cas, dans la loi, quasiment toutes les transcriptions que le comité légistique avait proposées. Il y en a quelques-unes qui ont été omises. Et il y a d'autres choses. Voilà. En tout cas, on voit que le gouvernement s'est quand même saisi de cet outil qui était un peu original et qui lui a été fourni à l'issue des travaux des citoyens pour écrire son projet de loi, en évidemment réécrivant après le contenu des propositions telles que lui a estimé qu'elles étaient pertinentes. Voilà. C'est même pas exactement, voire pas du tout ce que les citoyens parfois avaient souhaité mettre en place. Mais en tout cas, il y a quand même des corrélations qu'on peut établir et qui nous ont permis de comparer justement les deux textes. Voilà. Est-ce que vous avez des exemples peut-être justement de ces propositions qui ont été reprises en partie, peut-être celles qui vous ont déçu justement par rapport à ce qui avait été proposé de base par la CCC et par ce que le gouvernement a repris? Peut-être Mathieu, si vous voulez réagir. Concernant un peu le groupe de travail dans lequel on travaillait, effectivement, dans le but de se déplacer, tout ce qui va concerner le secteur aérien, clairement, a été quand même balayé et mis de côté. Les ambitions ont été plus que revues à la baisse. Et c'est vrai que ça pose question. Et tous les échanges qu'on a pu avoir avec le monde de l'industrie aérienne, c'était absolument pas du tout constructif. On était vraiment bloqué, on était vraiment face à un mur et c'était problématique. C'était peut-être même un des secteurs les plus fermés. On a réussi quand même à avoir quelques avancées sur certains domaines qu'on nous annonçait justement plutôt fermés et pour le coup qui se sont ouverts parce qu'ils ont pris en compte quand même l'évolution de leur milieu dans les années à venir et clairement c'est une porte fermée qui nous est arrivée dessus avec l'aérien. Quels domaines peut-être ont été justement un peu plus ouverts sur ces sujets contre toute attente ou par rapport au secteur aérien? Nous, initialement, on avait d'énormes doutes sur la possibilité de travailler, de mettre en commun tout ce qui va concerner le transport de marchandises, le milieu transport de marchandises routier et le ferroutage. Et au final, quand on a eu l'occasion de les rencontrer, on s'est aperçu que finalement, il y avait des points d'entente qui étaient envisageables. Et c'était assez intéressant. Et entre-temps, depuis la fin de la convention, on a eu l'occasion de rééchanger avec certains intervenants, et notamment au niveau du fret ferroviaire. Et il y a une véritable volonté d'aller le plus loin possible. Ils ont toute une démarche qui est en train d'être faite auprès des collectivités locales, qui est assez intéressante et qui va plutôt dans le sens de ce qu'on défendait. D'accord, super. Moi, pour peut-être donner un exemple de point positif, parce qu'en fait, on va pouvoir démultiplier les exemples négatifs à l'envi, mais peut-être souligner au moins un domaine dans lequel le travail, en tout cas du projet de loi tel qu'il résulte maintenant, vous le savez, de la petite loi, on appelle ça, c'est-à-dire du texte tel qu'il est aujourd'hui adopté par l'Assemblée nationale à l'issue de sa première lecture, qu'il a quand même, il faut le dire, enrichi le texte initial du gouvernement. Au niveau de la question de l'affichage environnemental, je pense que c'est un des points sur lequel le gouvernement a à peu près répondu à la demande des citoyens et même allé
en tout cas, le Parlement est allé beaucoup plus loin que ce que le gouvernement avait au départ initié, et dans l'esprit, on va dire, de ce que les citoyens demandaient. Donc voilà, pour un point positif, au moins, il faut quand même en donner, puisque les points négatifs, voilà, Mathieu soulignait la question du transport aérien, dans lequel effectivement, c'est très en retrait, en tout cas même à l'issue des travaux parlementaires, par rapport à ce que les citoyens avaient envisagé voilà, d'imposer. Alors moi, si je peux compléter, juste revenir quelques secondes sur ce que tu as dit, Marine. Alors oui, l'ensemble de nos propositions avaient, en tout cas, un véhicule réglementaire. On en a retrouvé, jusqu'à aujourd'hui, une dizaine, une quinzaine de propositions. Donc on attend une suite par rapport justement à nos propositions de nature réglementaire. Ensuite, on nous a dit plusieurs de vos propositions se retrouvent dans le plan de relance. C'est à peu près 20% selon l'analyse du MTE. Ensuite, on avait quelques propositions qui se sont retrouvées dans le PLF et maintenant le projet de loi. Donc, il faut bien comprendre que cette notion de projet de loi et des propositions qui se retrouvent dans le projet de loi et qui se sont retrouvées dans d'autres véhicules, on a parfaitement saisi cette nuance-là, parce que c'est un propos qui revient souvent en disant oui, mais les citoyens pensent qu'il n'y a que le projet de loi. Ça ne reste toujours pas suffisant. Maintenant, sur des exemples concrets, on revient sur le point qui est très important, c'est ce qu'on appelle la rénovation globale, et donc la notion d'obligation qui ne se retrouve pas aujourd'hui dans le projet de loi. Et pourquoi est-ce que c'est décrié? Parce qu'on a quand même sur les 6 millions de passoires thermiques, et ça c'est sur le logement privé, on a aujourd'hui 2 milliards injectés pour la rénovation. Ce n'est pas suffisant alors qu'il y a un besoin d'environ 11 milliards. Au-delà de ça, on a en ce moment des amendements de nos sénateurs. Certains amendements à l'Assemblée nationale ont été rejetés, voire refusés en masse. Et là, on a des sénateurs qui veulent remettre cette notion d'obligation dans la gestion globale de la rénovation thermique, entre autres. Ensuite, on a la loi Egalim par rapport à la restauration publique et collective, qui aujourd'hui se retrouve dans le texte de loi comme une expérimentation à faire, alors qu'il y a aujourd'hui plusieurs villes et communes qui arrivent à proposer un choix de menu végétarien et au quotidien. Bon, voilà. Mais ça, ce sont quelques exemples. On peut après revenir sur plus de détails. Et pour aller sur un point positif, moi, ce que je retiendrai, c'est sur la commande publique, le fait d'avoir intégré des critères sur les clauses environnementales sur les marchés publics, mais il y a encore à faire dessus. Annie, peut-être, est-ce que vous pouvez détailler un petit peu plus ce dernier point sur duquel vous venez de parler pour les personnes qui nous écoutent, pour que tout le monde comprenne bien de quoi il s'agit? Oui, alors on avait demandé justement dans le produire et travailler à ce qu'il soit inclus de manière beaucoup plus obligatoire, bien sûr. La critérisation au niveau des… Alors, nous, on était partis d'abord au niveau des appels d'offres. Et donc, ce qui était intéressant, c'est que le projet de loi reprend le protocole complet sur les marchés publics, donc les commandes publiques. Et ce qu'on demande, c'est que généralement, les soumissionnaires, donc les porteurs de projets, sélectionnent, un produit, par rapport à l'offre la plus économiquement avantageuse. Et nous, on a demandé à ce qu'il y ait intégré des clauses par rapport aux critères environnementaux. Donc, ça veut dire que le produit que la collectivité ou la région pourrait acheter, ou l'entreprise pourrait acheter, doit avoir des critères liés aux enjeux environnementaux. Et par contre, ce qui manque là-dedans, c'est comment est-ce qu'on arrive justement à catégoriser le choix entre économiquement avantageux et socialement avantageux et au niveau environnemental. Donc voilà, mais c'est déjà un point positif. Et aujourd'hui, on est entre 16 ou 18% d'acquis, donc il y a encore du chemin à faire là-dessus. Super, merci. J'espère que j'ai été claire. Super clair. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir à propos de cette première question? Peut-être Stécie, César, vous n'avez pas encore
encore parler de cette question qui s'adressait peut-être un peu moins spécifiquement à vous, mais si vous avez aussi quelque chose à en dire, n'hésitez pas. Super. On peut peut-être passer sinon à la seconde question. Donc, cette question, voilà, on a vu qu'il y a eu donc des débats en Assemblée par rapport justement à ce projet de loi. On peut peut-être se demander effectivement quel a été le rôle des débats en Assemblée, quelles ont été les limites finalement de ces débats en Assemblée. On le voit, ces débats, ils ont permis des avancées, des reculs aussi de ce texte. Vous en avez déjà un petit peu parlé. Est-ce que vous avez d'autres mesures en fait précises à nous détailler pour que les personnes qui nous écoutent se rendent vraiment compte des différences et justement qu'il y a eu des avancées qui ont été permises par ces débats en Assemblée ou non. Par exemple, les mesures spécifiques sur l'artificialisation des sols, les repas végétariens, les trajets aériens, on en a un petit peu parlé. Est-ce que vous avez peut-être d'autres exemples à nous apporter? Stécie, César aussi, vous êtes les bienvenus pour répondre à cette question. Oui, je peux peut-être y aller sur les menus VG, donc, sachant qu'on a fait une mobilisation donc, devant l'Assemblée nationale pendant 3 semaines avec quelques amis activistes au début, donc Annie Etienne, Hugo, Lou, etc., qui s'est transformée en une grosse manifestation avec plus de 50 citoyens qui venaient se relayer toutes les heures. Donc ça a été vraiment une belle surprise. On a également eu de nombreux députés, également de la majorité qui sont venus contre toute attente, et des rapporteurs du texte de la loi qui sont venus discuter avec nous. Et sur ces menus VG, je pense que c'était un des points sur lesquels on avait énormément d'espoir. On pensait que ça allait passer parce que il s'agissait finalement que de proposer une option, quelque chose qui est quand même assez défendu par notre majorité, avoir le choix, ne pas mettre trop de pression sur les citoyens. Et même ça, le dernier jour de mobilisation, on a eu un petit peu un coup de massue, où on a appris que ce n'était pas passé, que c'était la proposition de la rapporteuse, si je ne me trompe pas, qui était validée, qui considérer que finalement avoir une proposition dans la semaine dans les restaurations collectives sous contrat avec l'État, c'était déjà suffisant, qu'il fallait laisser le temps, alors qu'en fait, il n'y avait pas du tout de pression et d'ambiance Khmer vert dans cette proposition qui était ambitieuse. On voulait juste dire que finalement, si on voulait avoir une transition dans nos pratiques alimentaires et une transition agroécologique, il fallait commencer dans les restaurations collectives, qui aujourd'hui sont une part assez importante des repas pris chaque jour, que ce soit par les enfants ou même par les adultes dans leur entreprise, commencer à leur montrer qu'une autre façon de s'alimenter était possible, qu'on pouvait s'alimenter de façon très équilibrée, contrairement à ce qu'on nous dit aujourd'hui avec la priorité à la viande dans les repas, aux protéines, etc. Même ça, c'est pas passé. Donc je pense que c'était une grosse déception. Après, sur la partie artificialisation des sols, on a eu une discussion avec Jean-René Cazeneuve à ce propos, qui lui n'a pas voulu inclure les entrepôts d'Amazon dans le texte de loi, alors que les entrepôts d'Amazon, ça reste des constructions, ce n'est pas des zones commerciales en effet comme le dit le texte de loi, mais ça va quand même artificialiser. Donc on lui a demandé pourquoi est-ce que finalement vous refusez de l'intégrer. Il a dit non mais vous ne comprenez pas, c'est essentiel pour l'emploi, pour la vie de nos petits commerces et également pour éviter qu'on se retrouve avec un seul entrepôt en France qui finalement doivent acheminer toutes les marchandises au reste de la France, un truc qui ne se tient totalement pas, que ce soit au niveau de l'emploi. Et également, lorsqu'on commence à multiplier les entrepôts, non seulement on est en train de défoncer la planète parce qu'on met du béton partout, et ça ne limite pas les transports parce que dans tous les cas, ces biens de consommation, on doit les acheminer à un moment dans ces entrepôts. Enfin, il y avait quand même pas mal de moments où je pense ils sont totalement déconnectés de la réalité, ou alors il y a un problème dans la formation de ces représentants parce qu'on nous sort quand même beaucoup d'âneries à la minute, et même quand on leur met des chiffres devant les yeux, quand on leur explique que derrière ce qu'ils disent, il n'y a pas de science, il n'y a pas de fait, parfois ils refusent même d'avouer que tout ça ne se tient pas. Et on peut mentionner également la pub, où on nous a dit que non, la pub, ça n'avait pas un impact important sur les citoyens, sur les consommateurs. Et on nous disait qu'il fallait laisser cette liberté d'entreprendre. La liberté d'entreprendre, à partir du moment où elle est en train de bousiller la planète sur laquelle on entreprend, est-ce que c'est vraiment une liberté? En fait, c'est peut-être la question qu'il faudrait se poser. Je peux peut-être parler du transport aérien, du coup. Je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit par Stécie sur
Enfin, on peut se demander aussi dans quelle mesure c'est un déficit de formation ou tout simplement une posture idéologique. Hein. Je pense que la réponse est assez... on la connaît. C'est vraiment une vraie question, cette question de y a-t-il une lacune de compréhension? Je le pensais au départ et je pense qu'aujourd'hui, je me dis qu'ils le savent, ils savent ce qui se passe et que c'est simplement une volonté, une posture idéologique que d'aller dans un sens et pas dans l'autre. Non, ce qu'on peut dire peut-être sur le transport aérien, c'est qu'il y a eu un petit détricotage qui a d'une part fait baisser, je crois, la durée minimale des trajets sur lesquels il existe une alternative en train ou en transport décarboné, mais que ce détricotage a été annoncé un petit peu par le gouvernement comme une sorte d'incroyable victoire, notamment parce qu'ils avaient imposé la compensation carbone obligatoire des vols. Et donc, c'est assez fou de voir que cette manœuvre puisse être valorisée par la communication gouvernementale comme une avancée, dès lors que la compensation carbone, on sait depuis 15 ans que c'est une chimère et qu'en aucun cas, compenser en carbone un vol aérien supprime ou annule de quelque manière que ce soit l'impact négatif du vol. Alors, l'impact positif que ça a, si on veut parler en positif, c'est que quand on dit mon Paris, je sais pas, mon Paris Clermont-Ferrand ou Paris-Nice, je le compense, ça a un avantage, c'est qu'à chaque vol, on déclenche une quantité d'arbres plantés quelque part, ce qui n'est jamais une mauvaise chose à faire. Si tant est d'ailleurs qu'on se donne les moyens de contrôler que les arbres sont bien gérés, etc. Mais ça n'annule en aucun cas le fait qu'on déstocke une quantité de carbone fossile qui restera dans l'atmosphère des centaines de milliers d'années, quoi. Donc, c'est quand même pour moi, c'est tout à fait emblématique de la communication défaillante du gouvernement sur ça. Et après, donc, hélas, je n'étais pas dans l'Assemblée pour comprendre un petit peu la manière dont tout ça a été détricoté, mais je serais assez ravi d'en savoir plus si l'un ou l'une d'entre vous en sait quelque chose. Stacy voulait réagir, il me semble. Ouais, peut-être sur l'aérien, parce que ça aussi, c'est un sujet qu'on a mentionné avec les députés et également Jean-René Cazeneuve, notre ami. Un des arguments assez phares pour défendre la petite mesure qui a été prise, c'est-à-dire une liaison affectée, c'est que ça risquerait d'affecter des territoires qui sont un petit peu trop isolés aujourd'hui et qui ont absolument besoin de ces lignes aériennes. Alors déjà, je vais poser la question, moi qui suis à Marseille, faire l'aller-retour à Paris en avion alors que j'ai un train qui prend 3h30, ça n'a pas de sens. Et on voit que parfois, il y a des ministres qui prennent quand même l'avion pour faire le même trajet. Et puis surtout, qui aujourd'hui prend l'avion à part ceux qui ont les moyens, qui ont le temps et qui ont envie d'avoir ce statut de je prends l'avion, j'ai ma petite carte avec mes miles, etc. C'est quand même un truc de gens aisés, il faut le dire. Donc aujourd'hui, il faut se poser la question, qui est-ce qui ne veut pas renier sur ses privilèges? Est-ce que c'est en effet vous et moi ou les classes populaires, les gens, les ouvriers qui en effet ont peur pour leur emploi quand on prend des décisions? Ou est-ce que c'est ceux qui se font des business meetings toutes les semaines et qui en effet vont en pâtir si on enlève certaines liaisons aériennes? En fait, c'est un petit peu ça aussi. Je trouve qu'on prend beaucoup trop souvent les milieux populaires un petit peu comme des boucliers, c'est-à-dire que on a peur pour leurs emplois, on a peur pour leur qualité de vie. Mais quand les industries elles délocalisent toutes leurs usines à l'étranger, personne ne se soucie de leur job, personne ne se soucie de leurs conditions. Mais quand on parle de transition écologique et de faire bouger les choses, alors que ça va rapporter des jobs, là, non, tout de suite. Regardez, on a nos petits amis là-bas qui vont perdre leurs emplois. Moi, c'est un peu facile quand même. Merci, Stacy. Marine, vous vouliez réagir? Oui, un peu à deux niveaux. Alors, la première remarque que je voulais faire, c'est sur la question de la philosophie générale, en quelque sorte, du texte. Et ce qui a été dit, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas changer le logiciel avec lequel on traite depuis les années 70 les questions environnementales. Et puis, là, ce qu'il faut comprendre, c'est quelle est cette place, du coup, des questions environnementales depuis les années 70. C'est une variable parmi d'autres, en fait. C'est-à-dire que l'ambition, c'est d'arriver à concilier différents intérêts contradictoires. C'est comme ça, en fait, que se place la question de l'environnement. Et par exemple, quand on examine, c'est assez intéressant, la question de l'artificialisation des sols
de ce point de vue-là, puisque la proposition des citoyens, c'était d'en finir en fait avec le principe de l'artificialisation des sols et la traduction dans le projet de loi, puis maintenant dans la petite loi climat telle qu'elle ressort de l'Assemblée, c'est il faut concilier un ensemble d'intérêts pour limiter l'artificialisation des sols. Donc on a toujours en fait cette logique-là qui, de mon point de vue, pose une vraie question politique qui n'est absolument pas prise en charge aujourd'hui par aucun parti et qui est absolument absente du débat. C'est celle de dire, en fait, est-ce que la contingence que nous imposent les milieux dans lesquels nous vivons ne doit pas nous amener à revoir nos manières de penser notre autonomie, nos libertés. Alors, en fait, c'est un vrai débat, c'est un vrai sujet politique, là, pour le coup, et c'est celui-là qu'il faut avoir si on veut arriver à faire quelque chose de transition digne de ce nom. La deuxième remarque que je voulais faire, c'est par rapport au débat parlementaire et pourquoi ils ne vont pas plus loin, etc. Moi j'ai signé une tribune avec d'autres amis universitaires au début de l'examen du PJL sur la manière dont l'Assemblée nationale recourait à une procédure d'irrecevabilité des amendements de façon un petit peu massive pour éviter en fait, d'étendre en fait, le champ du débat à des dispositions que la Convention avait envisagées mais que le gouvernement n'avait pas reprises, ou des dispositions qui étaient dans les tuyaux déjà d'un certain nombre d'associations et qui ne pouvaient pas trouver de place. Donc j'étais très très inquiète de voir cela et de voir comment on ne permettait pas à un débat vraiment très ouvert de se tenir, même si par ailleurs on peut estimer que c'est intéressant que le débat parlementaire soit quand même encadré, cadenassé, voilà, pour sa qualité. Donc voilà, que l'équilibre en tout cas qui a été trouvé me paraît pas très performant. Et la deuxième observation que je me suis faite en écoutant, alors j'ai pas suivi l'intégralité des travaux parce que malheureusement j'étais prise par d'autres occupations, mais j'en ai suivi quand même une partie. Et l'argument qui m'intéressait beaucoup, moi, c'est celui de l'acceptabilité sociale des dispositions, puisque pendant un certain nombre de débats, étaient justifiés des reculs ou des volontés de ne pas aller plus loin par l'idée ce n'est pas acceptable socialement. Et donc moi, ça m'a beaucoup interrogée sur les représentations que se font les gouvernants de ce qu'est l'acceptabilité sociale en réalité, puisque le comble du paradoxe, c'était qu'ils disaient ça pour des propositions, donc déjà pour certaines issues des travaux d'une assemblée de 150 citoyens tirés au sort qui ont discuté pendant un certain nombre de semaines de questions, mais en plus que quand on regarde aussi certains sondages d'opinion, avec des visions beaucoup moins qualitatives de l'opinion publique, on se rend compte que les Français ne sont pas si défavorables à des propositions parfois qui peuvent être jugées comme étant radicales. Donc la question, c'est qu'est-ce que l'acceptabilité sociale? Et moi, la réponse que tenter de donner, c'est certains intérêts peu nombreux qui représentent peu de personnes, aussi de répertoire de vote, ce qui est assez troublant, et qui malgré tout arrivent par des moyens de pression qui m'échappent parfois un peu à exercer une influence mais très 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 importante sur la prise de décision. Et ça c'est assez, je trouve que en tout cas moi c'est quelque chose qui m'interpelle en tant que citoyenne. Merci beaucoup Marine. Mathieu, vous vouliez réagir? Oui, alors il y a eu plusieurs hypothèses qui ont été suggérées, notamment le fait de ne pas avoir la formation nécessaire de la part de nos élus pour prendre les décisions, une posture idéologique pour César. Je pense simplement que c'était par moment juste une posture. Point. On est sur un jeu théâtral par moment. On a eu des moments très gênants dans les rencontres qu'on a eues avec les parlementaires où la ministre elle-même, Barbara Pompili, était obligée de les recadrer parce qu'ils avaient des affirmations qui étaient complètement fausses. Par exemple, on a eu un député qui nous a expliqué quand même qu'on n'avait absolument pas traité la question du ferroviaire. La ministre a été gênée de lui dire si, il y a quand même 15 pages qui traitent du ferroviaire. Et donc, voilà, on est vraiment, et je pense sincèrement qu'il y a ce jeu de posture simple qui a été aussi omniprésent. Et moi, j'ai de plus en plus l'impression qu'au fur et à mesure des débats qu'il y a eu, il y a eu juste cette guéguerre de parti contre parti. Donc, si vous êtes pour, nous, on est contre. Vu que c'est la convention, pour certains, dite Macron, on est contre. Et ça a été finalement, pour beaucoup, finalement, ce jeu-là qui est revenu de manière assez, finalement, traditionnelle, bien loin des préoccupations des Français et des citoyens. Et finalement, voilà, ils se sont remis, en fait, dans leur circuit fermé et ils se sont emparés des sujets sans vraiment les traiter. Donc, oui, il y avait évidemment, pas dans le temps, on ne va pas faire de généralité, des parlementaires qui se sont un minimum investis, qui sont allés chercher les informations. Mais on a eu énormément de déclarations qui étaient complètement faites à l'emporte-pièce
juste pour occuper le terrain médiatique, et malheureusement, avec des conséquences, avec malheureusement la plupart de nos mesures qui ont été revues à la baisse. Mais ça a été quand même assez impressionnant de voir l'attitude de certains parlementaires par rapport aux propositions qui étaient faites. Stacy? Oui, peut-être pour rebondir là-dessus, en effet, on a pu voir dans les médias qu'il y avait quand même une tentative de déstabilisation, de décrédibilisation également de la parole, que ce soit des personnes un petit peu à sensibilité écolo, ou même des citoyens eux-mêmes parfois. Et à l'approche du vote, ça s'est largement intensifié. Un truc qui m'avait pas choqué, parce que je suis pas naïve non plus, mais c'est des députés qui venaient nous confier à demi-mot que eux, ils avaient envie parfois de voter des amendements qui étaient plus ambitieux que le texte de loi proposé par le gouvernement, mais qui ne se sentaient pas libres de le faire parce que dans leur groupe, il y avait quand même cette logique de on est la majorité, on sort pas de la ligne en fait. Et on s'est même retrouvé avec des députés un peu dissidents qui se rendaient compte qu'on avait utilisé leur voix, leur vote, dans un sens qu'ils n'avaient même pas validé. Et qui venaient nous dire concrètement, ouais, quand les débats s'enchaînent dans l'hémicycle, que ça dure des heures, parfois on a besoin de sortir, prendre l'air, on a besoin de décrocher un peu. Et nos collègues en profitent pour glisser des petits votes qui les arrangent bien. Et ça, c'était incroyable. Donc après, c'est des petites pratiques pour essayer de récupérer son vote, machin, mais hyper compliqué, quoi. Annie voulait prendre la parole aussi à ce propos. Alors oui, effectivement, sur l'acceptabilité, je pense que c'est vraiment l'enjeu. Tu l'as dit, Marine, c'était un peu... effectivement, on ne peut pas parce que simplement, dans nos réflexions, on a pensé justement à l'accompagnement et ça n'a pas été suffisamment dit. On ne le montre pas suffisamment dans nos propositions. On a à chaque proposition basculé avec un temps d'accompagnement. Et à partir du moment où ce n'est pas repris, effectivement, on va sans cesse nous opposer le fait que ce n'est pas possible de le mettre en application. On avait ce mandat également avec la notion de justice sociale et on y a pensé sur l'ensemble de nos propositions. Je reviens également sur, sur l'économie circulaire, mais on nous a dit finalement pratiquement toutes vos propositions se retrouvent dans la loi AGEC. Et non, nous, on a voulu aller plus loin. Aujourd'hui, dans le projet de loi, on a quand même une mise en exergue dans 5 ans pour simplement mettre en place des décrets d'application. Voilà. Donc, je pense qu'on peut aller beaucoup plus vite. On avait un mandat à 2030. Donc, il y a également les modularités sur les échéances qui changent. Je reprends également la redevance sur la pollution diffuse où on demande qu'il y ait une trajectoire pour aller justement vers l'aide à une agriculture plus saine. Et on nous dit, non, vous ne pouvez pas créer une nouvelle taxe. On ne demande pas de créer une nouvelle taxe, on demande simplement une nouvelle trajectoire de cette redevance de pollution. Donc, ce sont des petits détails comme ça qui font qu'à un moment donné, effectivement, constamment, on nous met face à la contrainte. Voilà, par exemple. Mais l'acceptabilité, Marine l'a signalé, il y a quand même eu plusieurs sondages. Aujourd'hui, il y a quand même une bonne majorité de Français qui acceptent nos propositions telles qu'elles sont. Super. Merci beaucoup, Annie. Si on reprend le point spécifique de l'objectif justement des moins 40% en 2030 des émissions territoriales françaises de gaz à effet de serre par rapport à 1990, on en a un peu parlé, mais est-ce que ce texte de loi climat et résilience, en l'état, il permet d'atteindre cet objectif? Si oui, sinon, pourquoi? Et peut-être pour y répondre, en premier, on peut poser la question à César de Carbone 4. Oui, alors la réponse rapide, c'est non, a priori. Et la réponse longue, c'est alors... En fait, il y a un certain nombre de littératures qui a déjà été produite sur le sujet. Le Haut Conseil pour le climat a déjà donné son avis sur le projet de loi, qui était à l'époque un projet de loi climat et résilience, en disant que sur les, il devait y avoir environ 110 millions de tonnes de CO2 qui devaient réduire, en fait, pour arriver aux 40%. Et ils ont montré que le contenu de la loi climat et résilience ne permettait de faire que, entre 1 et 8%, quoi. Donc, on n'y était pas du tout. Il y a eu des études un peu contradictoires. On pense à l'étude du BCG qui a été mandatée et payée par notre gouvernement,
pour produire une étude montrant que en fait, cette loi climat et résilience en fait, était suffisante. Ce qui est très drôle, c'est que du coup, le BCG a produit une étude montrant que oui, on arrive au moins 40%, avec une petite astérisque et une note de bas de page en mettant oui, mais quand même à condition de faire des efforts extraordinaires de mobilisation de tout le monde sur tous les champs de la société. Et on se rend compte en fait en lisant entre les lignes que ce que nous dit grosso modo ce cabinet de conseil, qui pourtant est mandaté par le gouvernement pour aller a priori dans son sens, c'est que ce sera quand même vachement difficile. Parce qu'il y a une grosse moitié du gisement de moins 40% qui est atteint par des choses qui sont des poussages de levier au maximum, ce qui, en l'état, n'est que très peu concevable. Côté Carbone 4, donc moi, j'ai eu le plaisir de co-rédiger avec un collègue à moi qui s'appelle Alexandre Joly une étude pour le compte de l'affaire du siècle qui essaye de prendre un point de vue un peu différent et de ne pas raisonner en tonnes de CO2, mais plutôt en termes un peu concrets et physiques de concrètement, si on veut atteindre le moins 40% en France, si on essaie de sortir un peu de cette vision de tonnes de CO2, pourcentage, etc., c'est notre point de vue, ça a été de dire qu'est-ce qu'il faut faire concrètement en France, sur le territoire français, pour parvenir aux objectifs climat. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé 3 grands secteurs, la mobilité, le transport et l'agriculture. On s'est dit, que doit faire l'État concrètement sur une quinzaine de paramètres pour arriver à l'objectif et qu'est-ce que l'État fait réellement. Et ce qu'on a déduit, c'est que sur les 11 paramètres qu'on a listés, il n'y en a que 2 qui sont vraiment dans les clous avec la loi climat et résilience, mais aussi avec l'ensemble des textes de loi et mesures prises par l'État depuis des années. Donc, en gros, en d'autres termes, sur les 11 paramètres qui sont absolument incontournables pour faire la transition, rénover les bâtiments, passer sur du chauffage non plus au fioul et au gaz, mais plutôt en pompe à chaleur, etc., passer en bio, passer en végétarien dans les cantines, etc., il n'y en a que 2 qui vraiment parviennent à l'objectif. Donc, sur les 9 autres, l'État est complètement dans les choux. Et la loi climat et résilience, qui était pourtant une extraordinaire opportunité de booster son ambition sur les 9 restants, est un petit échec, un gros échec là-dessus. Donc notre réponse, en fait, qu'on a produite avec Carbone 4 et que l'affaire du siècle a transmise au Conseil d'État et au tribunal administratif de Paris dans le cadre des jugements de l'affaire du siècle et de Grande-Synthe, c'est que non, l'État ne parviendra pas aux objectifs qu'il s'est lui-même fixés en l'état des mesures prises actuellement. D'accord, effectivement, les chiffres que vous citiez, 1 et 8% de baisse, ça semble vraiment ridicule. Ce qu'on entend beaucoup de la part de certains politiques, c'est qu'il ne faut pas penser uniquement à cette loi climat et résilience, mais il faut aussi prendre en compte d'autres textes qui existent et qui prennent aussi en compte des mesures qui permettraient, combinées tout ensemble, d'atteindre cet objectif. Qu'est-ce que ça, vous en pensez, César et les autres de nos intervenants et intervenantes? Peut-être pour répondre très rapidement là-dessus, alors du coup, l'étude qu'on a faite avec Alexandre chez Carbone 4, ce n'est pas uniquement de regarder la loi climat et résilience, mais c'est de regarder l'ensemble du corpus de textes législatifs. Donc, ça nous a pris un certain temps. Mais on a vraiment regardé la loi Egalim, la loi LOM, la loi énergie-climat de 2019. On a pris vraiment, on a passé au crible aussi tous les projets de loi de finances et les lois de finances des années précédentes pour essayer de quantifier les financements sur les 3 grands secteurs qu'on a regardés. Et le résultat est vraiment sans appel. C'est quand on élargit le scope, enfin le périmètre de l'étude au-delà de la loi climat et résilience, on n'y arrive pas du tout. C'est clair et net. Marine, vous vouliez réagir à ce propos? Oui, je pense que j'allais dire au début de votre question, j'allais dire ça dépend qui vous répond à votre question. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Selon le gouvernement, tout roule. Je pense qu'il faut quand même le dire. Mais ce qui est assez troublant, c'est qu'il est assez isolé dans cette appréciation, puisque au-delà de l'étude de Carbone 4, à laquelle César a fait référence et qu'il a largement, et merci encore, contribué dans les délais incroyables à faire, il y a plein d'autres études. Alors même l'étude du BCG, j'ai envie de la classer comme dans le même rang, en fait, puisque quand on la lit effectivement de manière attentive, on s'aperçoit que si la Terre s'arrête de tourner, qu'éventuellement on croise les doigts, que Dieu arrive sur Terre et que ça marchera, oui c'est bon, ça
il y a un petit peu cet effet-là en disant c'est possible si c'est très volontariste, qu'on est tous à fond. Voilà. Donc, c'est possible avec tellement de si que finalement, on se rend compte que c'est pas très probable. Hein. C'est un peu l'idée de la rédaction en fait, du rapport. Mais au-delà de ça, il y a plein d'autres acteurs. Il y a le Haut Conseil pour le climat, auquel César a fait référence à plusieurs reprises, qui a alerté le gouvernement sur l'insuffisance, en fait, soit de ses investissements, soit des mesures qu'il prenait. Il y a eu également le Conseil économique, social et environnemental, qui a rendu 3 avis qui soulignent l'insuffisance des actions du gouvernement dans les dernières grandes lois qui ont eu lieu, même ces avis sur la SNBC ou sur la PPE. Donc voilà. Il y a également eu l'autorité environnementale qui a été saisie de la CNBC, qui a dit que ça n'allait pas, qu'on ne prenait même pas assez en considération l'impact sur l'environnement en fait, des émissions de gaz à effet de serre qu'on allait continuer à émettre tout au long de cette trajectoire que le gouvernement dessinait. Donc il y a eu en fait énormément d'acteurs publics plus ou moins qui sont relativement indépendants du gouvernement, qui ont à chaque fois alerté sur la difficulté de tenir en l'état la trajectoire et donc les objectifs que le législateur lui avait assignés. Merci Marine. Et donc si on regarde peut-être justement par rapport à l'étude de César, ou même si on regarde les émissions actuelles en fait et le scénario de la stratégie nationale bas carbone, où est-ce qu'aujourd'hui on remarque que l'État, malgré la loi, est le plus mauvais élève, où il faudrait vraiment agir en priorité, où il faudrait vraiment prendre vraiment des mesures qui aujourd'hui ne sont pas comprises par la loi? Est-ce que ce serait plus sur le transport, agriculture, industrie? Quelles seraient vos recommandations pour l'instant par rapport à l'état actuel? Peut-être César d'abord. La réponse à cette question, pour moi, c'est étant donné que l'objectif à la fin, c'est d'arriver à la neutralité carbone en 2050 sur le territoire français, c'est qu'en fait, pour y parvenir, il faut mettre tous les leviers au maximum sur tous les secteurs. Donc, la réponse à ta question, c'est il faut agir partout où c'est possible, quoi. Mais si je veux peut-être faire un petit zoom sur un secteur en particulier, c'est le secteur du logement, par exemple. Si on fait une petite illustration de pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas dans le secteur du logement, compte tenu des lois qui ont déjà été prises ou qui sont sur le point d'être votées, il faut vraiment se dire que quand on dit que le secteur du bâtiment en France, c'est le 2e secteur le plus émetteur, il faut vraiment imaginer que toutes nos maisons, tous nos appartements, c'est des cubes qui consomment du chauffage. C'est vraiment ça le poste le plus important. Et pour se chauffer, on a besoin d'énergie de chauffage, que ce soit l'électricité, le fioul, le charbon. Oui, il y a encore des maisons qui se chauffent au charbon, du gaz, des pompes à chaleur, etc. Et donc, les 2 gros leviers pour réduire les émissions de ces gros cubes-là qui chauffent, c'est de faire en sorte qu'on isole mieux ces logements, donc qu'on ait besoin de moins d'énergie de chauffage pour chauffer une même température d'une pièce, et que 2, l'énergie qui nous sert à chauffer soit la moins carbonée possible, ait un contenu carbone le plus faible possible. Sur le premier point, sur l'isolation des bâtiments, ça a été dit juste avant, il y a un énorme problème de définition de ce que c'est qu'une rénovation. Et ce que la Convention citoyenne a voulu donner, c'est une exigence du niveau minimal de rénovation qu'il était nécessaire d'atteindre pour se dire que tel bâtiment était effectivement rénové. C'est une condition absolument nécessaire pour que la politique publique soit efficace. Or, dans le projet actuel Climat et Résilience, il n'y a pas ou très peu de définition de ce que c'est qu'une rénovation performante. Donc ça, c'est un énorme problème. Deuxième problème sur la rénovation, c'est qu'il n'y a pas assez de moyens. Agni a dit tout à l'heure qu'il fallait une enveloppe de plusieurs dizaines de milliards pour parvenir aux rénovations thermiques qu'il est nécessaire de faire. I4C, donc l'Institut pour l'économie et le climat, a chiffré qu'il fallait doubler les investissements totaux dans la rénovation et quadrupler l'investissement public. Aujourd'hui, dans les textes de loi, il n'y a absolument rien qui donne l'once d'une volonté de l'État de booster ces investissements-là. Donc ça, c'est pour la rénovation. Et ensuite, sur le deuxième sujet, c'est les énergies qui sont utilisées. Et là encore, il y a une énorme carence des textes, puisque en aucun cas, il est prévu de sortir massivement du gaz comme énergie de chauffage, par exemple. Il faudrait idéalement qu'en 2030 et 2050, il y ait une part absolument massive de maisons et d'appartements qui ne se chauffent plus ni au gaz ni au fioul. Or, aujourd'hui, la seule chose qui est plus ou moins demandée, c'est de sortir du fioul, mais pour les bâtiments neufs.
Or, les bâtiments neufs, c'est juste marginal, quoi. Et en plus, un bâtiment neuf, ça ne fait qu'ajouter des émissions. Et on sait que le sujet, c'est les bâtiments existants. Donc, c'était juste un petit point pour dire que sur le simple secteur du bâtiment, il y a 2 grands leviers extrêmement faciles à comprendre, rénovation et changement d'énergie de chauffage, et qui, tous les deux, sont largement négligés par la loi énergie-climat, enfin climat et résilience. Merci César pour cette réponse. Stécie, un point de vue à apporter? Ouais, bah, je vais totalement dans le sens de César. Évidemment qu'aujourd'hui, il n'y a pas une priorité à part le climat et le fait d'agir sur tous les leviers en même temps. Et un truc qui est assez décevant finalement avec ce projet de loi climat, c'est qu'on touche absolument à tous les enjeux, à tous les sujets du doigt. Donc on parle de se loger, se nourrir, etc. Mais à chaque fois, on le touche de beaucoup trop loin pour que ça serve à quelque chose et qu'on ait un réel impact. Et si on prend par exemple le secteur du transport, on a un petit peu cristallisé tous les débats autour des enjeux de l'aérien et on a presque oublié qu'on avait un moyen de transport aujourd'hui qui est absolument génial, qui s'appelle le train. Et ça, tout le monde s'en foutait dans les hémicycles. Tout le monde nous parlait de l'avion, etc. Ça fait des problèmes. Barbara Pompili qui nous parlait regardez, du côté des vélos, on va faire des trucs trop cool. Bah ouais, mais avant de parler des vélos et de l'aérien, on a un truc qui est quand même super en France, c'est notre ferroviaire. Donc pourquoi est-ce que ça apparaît nulle part en fait? Donc voilà, c'est un peu le truc qui m'a déçue aussi avec cette loi climat. Mathieu? Pour rester un petit peu dans le domaine du transport, l'objectif du groupe de travail Se déplacer, c'était vraiment de sortir de la voiture individuelle et de proposer vraiment des alternatives à tout ça. La volonté justement de développer le transport public, de développer l'autopartage, de développer le covoiturage, de développer tout mode de transport différent de l'autosolisme. Et au final, on s'est aperçu que petit à petit, l'objectif est arrivé finalement à mettre des primes à la conversion pas possible et finalement d'amener les gens à juste changer leur véhicule en véhicule électrique, mais finalement pas du tout de modifier le modèle et le type de déplacement. Et là, c'est là où ça a complètement été dénaturé. Le travail global était vraiment de modifier les modes de transport des individus. Et au final, on s'est retrouvé avec non, gardez tous vos voitures individuelles, mais par contre, vous les passez en électrique. Et là, ça a complètement dénaturé nos travaux. Et quelque part, on est passé complètement à côté. Et on en revient aussi à tout ce qui peut concerner la philosophie et le mode de vie qu'on a actuellement, et qui est un modèle depuis plus de 50 ans, où quelque part, on doit reproduire quelque chose, c'est d'avoir sa maison, sa voiture, pour avoir des signes de réussite, on va dire. Et on est encore bloqué sur ce modèle-là, et on est encore bloqué par rapport à des enjeux d'emploi sur certains bassins d'emploi. Et effectivement, comme le disait Annie, l'objectif dans nos travaux, c'était toujours de passer par une transition d'accompagnement, une période d'accompagnement avant de tomber dans un temps de sanction. Et ce temps de sanction et ces temps d'accompagnement étaient anticipés et prévus avec les acteurs du monde industriel. Et c'est là où, à un moment, on se dit il y a aussi une volonté de l'État de ne pas faire bouger les choses. Peut-être que les élections qui arrivent là dans quelques semaines ont été aussi un frein pour eux. La relance économique, nous, on s'était dit que c'était une opportunité justement de prendre un véritable virage, et ça n'a pas été pris. Et effectivement, il y a beaucoup de choses comme ça qui ont été dénaturées, même dans la philosophie des travaux de la Convention. Marine, vous voulez réagir? Oui, je voulais revenir sur le bâtiment. Alors, d'un point de vue général, je pense que c'est important de laisser au gouvernement le choix des moyens. En tout cas, là, pour le coup, je pense que s'il peut y avoir encore une part de discrétion et de choix politique, il est là. En fait, c'est quels leviers on active, comment on les active. Et c'est important, en fait, que le débat puisse se faire là-dessus et qu'il y ait des offres politiques qui se concrétisent, notamment là, bientôt, ce sont les élections présidentielles, pour exposer leur manière, en fait. Parce que l'objectif, il est le même pour tout le monde. Et maintenant, c'est les moyens sur lesquels il va falloir s'activer et se mettre d'accord. La question sur le bâtiment, elle est intéressante parce qu'il y a eu des évolutions, là, pour le coup, dans le cadre de l'élaboration, des discussions de la loi climat au Parlement, puisque maintenant, on a des définitions qui sont données de la rénovation performante, rénovation complète et rénovation globale, et des
des définitions en fait, qui sont plutôt assez intéressantes et qui permettront sans doute de dépasser le constat que vient de faire le ministère lui-même en fait, sur sa politique de rénovation des bâtiments, puisqu'il y a une étude là, qui vient d'être publiée et qui montre que en fait, les objectifs en termes de nombre de rénovations sont plus ou moins tenus par l'État, mais qu'en revanche, les travaux qui sont faits au terme de ces rénovations sont largement insuffisants pour permettre un gain de classe énergétique qui permettrait de s'approcher effectivement des objectifs de réduction d'émissions du secteur. Et donc là, on peut au moins se féliciter le Parlement, vous voyez, comme quoi, pour ceux qui ne croient plus au Parlement, ça peut servir encore, c'est même très, très, très utile, hein. Ça évite les technocraties plébiscitaires qu'on essaie de nous vendre. Mais voilà, donc du coup, les parlementaires, ils se sont saisis de cette question et ils ont proposé des définitions. Reste à voir si elles resteront telles quelles à l'issue de toute la discussion, mais en l'état, elles sont plutôt intéressantes, puisque je peux vous le dire, par exemple, s'il fallait rentrer parfois un peu dans le détail. Maintenant, on nous dit qu'une rénovation complète, c'est lorsqu'un bâtiment atteint une classe énergétique A ou B, qu'une rénovation performante, c'est à la fois soit au moins le gain de 2 classes énergétiques, plus le fait que le bâtiment atteint la classe A, B ou C. Donc, on a quand même un niveau d'exigence de rénovation qui n'a rien à voir avec l'absence de conditions qui étaient autrefois posées, enfin de définition à ces notions. Reste maintenant à poser des obligations à partir de ces définitions. Ça va être tout l'enjeu et c'est là où le curseur n'est pas encore posé. Hein. C'est qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a des définitions? Il va falloir poser des objectifs plus durs pour l'ensemble des bâtiments. Un gros chantier, en clair. Annie, vous aviez peut-être un dernier avis à apporter sur ce point. Alors oui, alors déjà sur la stratégie nationale, quand on est à 40% d'une réduction de GES, on est, alors pour la France, à normalement 37% de contraintes. Ça veut dire qu'il doit y avoir une obligation de respecter sur ces 40%, au moins 37%. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une grande dynamique qui part également de l'Europe. Et donc, les investissements ou les fonds qui sont versés sur les plans de relance pour justement les enjeux environnementaux, ça c'est favoriser justement les investissements pour le climat. Donc, la France a tout intérêt à rentrer dans cette dynamique-là. Donc, la vraie question, c'est de savoir pourquoi ce n'est pas fait. Donc, je pense qu'effectivement, comme Mathieu vient de le dire, il y a peut-être un manque de volonté. Et sachant que là, maintenant, l'Europe passe à une ambition de moins 55%. Ça, c'est le premier point. C'est vrai qu'on nous a aussi pas mal retoqué nos propositions en disant on va attendre les négociations à l'échelle européenne. Ça, c'est un point. Quand on parle justement des BGES, donc le bilan d'émissions de gaz à effet de serre, où par exemple, nous, on a demandé à ce qu'il y ait une annualisation sur l'ensemble des entreprises, pas que sur les grandes entreprises, de 5 ans à 1 an, quand on demande également à ce qu'il y ait une contrepartie finalement des aides par rapport à un bilan. Donc, pour nous, on part plutôt sur une valorisation de ces acteurs-là plutôt que voilà, le côté punitif. Et donc là, c'est retoqué sur l'échelle européenne en nous disant oui, mais on attend que l'Europe fasse. Ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport quand même aux émissions de gaz à effet de serre, ce qui augmente, ce sont nos importations. Donc, si on ne traite pas et si on ne joue pas sur les importations, on restera toujours sur ces mêmes rendements-là. C'est pour répondre un peu à ta question sur quoi il faut aller agir. Je pense que c'est sur ça, entre autres. Merci beaucoup. On va passer à une question cette fois-ci qui concerne un petit peu plus l'aspect de la mobilisation citoyenne. Et par exemple, on l'a vu, Stacy, avec Pensez l'après, Greenvox, vous avez mobilisé les citoyens, les citoyennes autour des questions climatiques. Vous les avez appelés à signer des courriers adressés aux députés, à venir dans la rue ou même à vous rejoindre avec d'autres activistes, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure devant l'Assemblée. Donc, de votre point de vue, quelle a été et peut-être encore la place et le pouvoir réel de la mobilisation citoyenne autour du climat pour influencer les processus politiques? Alors, je pense déjà que c'est un poids énorme malgré ce qu'on pourrait penser, malgré les défaites qu'on se prend parfois de plein fouet. Concrètement, avec ce projet de loi climat, il y a quand même eu quelques petits points sur lesquels on a fait des avancées, on les a mentionnés. Et je pense qu'on peut se dire aussi que si on n'avait pas eu une pression citoyenne aussi forte, ça aurait pu être bien pire. Et c'est ça, en fait, qui est inquiétant. C'est de se dire qu'on a dû se battre
pour arriver à cette petite loi climat, à cette demi-loi climat comme beaucoup l'ont appelé. Donc en fait, il faut se dire que ça sert toujours, même donc les échanges qu'on a pu avoir avec des députés, il y en a certains qui nous ont dit qu'ils seraient partants pour échanger à nouveau avec nous pour les prochains projets de loi, qu'eux voulaient vraiment essayer de muscler un petit peu leurs ambitions en termes de climat. Et également, là où on a tendance à un petit peu à pas être assez mobilisé, c'est dans les territoires directement. Donc avec Greenvox, c'est le point sur lequel on a essayé de vraiment appuyer un maximum en étant présent devant les permanences, en leur montrant que nous, leurs électeurs, on n'était pas OK avec la décision qu'ils étaient en train de prendre, avec la trajectoire qui était la leur aujourd'hui. Et c'est là aussi que ça se joue, parce que forcément, quand on est dans des instances, on est entre soi, on se sent fort peut-être avec ce collectif qui pense un petit peu comme nous. Dans les permanences, dans les territoires, c'est pas la même chose, parce que ces gars et ces femmes qui sont au pouvoir, c'est aussi grâce à nous, parce que quand on vote, on fait un choix. Et si aujourd'hui, ils se mettent à voir qu'on est de plus en plus à leur demander d'agir et d'être vraiment plus ambitieux, ils vont se dire, bon, maintenant, j'ai plus trop le choix. Donc, c'est un petit peu le parti pris qu'on a choisi avec Greenvox. Et puis, les marches pour le climat, ça marche quand même pas mal. On l'a vu avec les vendredis de grève de Greta, etc. Rien qu'en mettant le sujet dans les médias, en mettant le sujet sur la table, c'est déjà une superbe avancée parce qu'on le sait toutes et tous aujourd'hui, on n'a pas encore atteint ce seuil critique qui nous permettrait d'être assez nombreux et nombreuses à s'exprimer de façon assez vocale et assez claire sur le sujet du climat pour en effet arriver à basculer le système parce qu'aujourd'hui, on apparaît un petit peu comme une minorité. Donc, il faut aller réussir à convaincre ces citoyens et ces citoyennes et c'est uniquement en se mobilisant comme on peut le faire dans la rue qu'on y arrivera. Merci Stécie. Est-ce que quelqu'un veut réagir à ce propos avant qu'on passe à la dernière question, avant les questions du public ? Oui, moi je dis merci pour toutes les mobilisations. Très franchement, tu as raison, c'est essayer de dire que c'est un rapport de force important, mais au-delà de ça, moi je dis toujours par rapport à la Convention, il y avait deux casquettes. Il y avait effectivement les questions sur les enjeux environnementaux et climatiques, mais cette question également de démocratie à travers la participation citoyenne que l'on appelle participative ou contributive. Et là, ce qui ressort finalement de ça, cette expérience-là, c'est que plusieurs citoyens se sentent vraiment investis de la question et se disent ce ne sont plus simplement 150 citoyens qui ont produit des propositions, c'est qu'on veut se saisir également de ce texte de loi parce que c'est aussi mon avenir. Et ces mobilisations, elles sont fortes et elles ont un sens. Et je pense que le message, je pense qu'il est suffisamment clair. Donc, on espère que nos parlementaires comprennent. Tu l'as dit tout à l'heure, je pense que certains n'osent pas. Voilà, je pense qu'il y a effectivement un jeu de majorité. Ça, c'est dommage. En politique, on va dire ça comme ça. Et voilà, simplement dire merci pour toutes les initiatives qui ont été lancées parce que c'est pas simplement 150, c'est pas simplement la Convention. Et l'optique, on l'a dit, Mathieu, tu confirmeras, depuis la première session, on voulait vraiment qu'il y ait un suivi de la Convention pour qu'il y ait une adhésion massive. Voilà. Et ça, c'était vraiment l'enjeu depuis le départ. Et voilà, donc je trouve ça très beau en symbole. Peut-être pour rebondir sur ce que tu viens de dire, la démocratie, l'aspect démocratique des mobilisations, c'est juste tellement important parce que quand on était mobilisés devant l'Assemblée nationale, on s'est quand même pris une interdiction de mobilisation par notre préfet l'allemand, un truc qui est totalement anticonstitutionnel, qui est liberticide et qui était hyper choquant. Au final, on a réussi à gagner grâce à notre superbe équipe de notre affaire à tous et à la mobilisation également des citoyens qui n'ont pas lâché dans les médias sur ce point. Mais c'est aussi ce qu'on voulait montrer en se mobilisant devant l'Assemblée, en allant, nous, citoyens, face à cette grande institution qui est quand même hyper opaque, il faut le dire, parce que à moins de faire des études en lien avec les sciences politiques et le droit, on ne sait pas comment ça se passe dans un hémicycle et on ne sait même pas qu'on a le droit en tant que citoyen de prendre un rendez-vous avec son député, d'aller lui parler, de lui exposer ses craintes, ses besoins, ses envies. Et du coup, on a voulu prendre cette petite place face à cette grande institution pour marquer un petit peu toute la symbolique qu'on peut avoir aujourd'hui autour des enjeux de démocratie.
parce que la démocratie, c'est avant tout les citoyens, c'est le peuple, c'est pas uniquement un président et un gouvernement. Et il ne faut pas lâcher, parce qu'aujourd'hui, on le voit, on est en train de marcher sur nos droits un peu plus chaque jour. Et c'est uniquement en restant éveillé, révolté et conscient que c'est nous qui avons le pouvoir qu'on pourra arriver peut-être à un moment à renverser cet équilibre qui est assez obscur aujourd'hui. Mais ouais, ça fait peur et c'est fatigant de le faire, mais c'est pour ça qu'on a besoin de tout le monde. Ce n'est pas uniquement une question d'activiste pour le climat ou pas, mais de citoyens, quoi. Mathieu, avant de passer à la dernière question, vous vouliez réagir? Oui, alors oui, évidemment, je rejoins Annie. Merci pour toutes les mobilisations. C'est aussi quelque chose qui nous a vachement soutenus et nous a apporté dans pas mal de moments un peu compliqués qu'on a pu rencontrer. Maintenant, moi, j'ai quand même un véritable souci par rapport à nos représentants. Au bout d'un moment, quelle est leur légitimité? Sont-ils vraiment nos représentants? Je suis désolé, mais quand on voit les résultats des dernières élections, les mobilisations des dernières élections, c'est quand même assez affligeant de se gargariser, de représenter des citoyens qui ne se déplacent pas aux urnes et de ne pas aller chercher justement leurs convictions et les attentes des citoyens. Moi, j'ai rencontré certains élus après les élections municipales qui ont été évidemment dans des conditions très particulières avec la Covid et compagnie. Mais certains avaient pris conscience de ça. Je me souviens, Annie qui était présente, c'était notamment au Grand Voisin, où on avait rencontré une élue du 18e, il me semble, qui nous expliquait on a conscience qu'on n'est pas légitime en tant qu'élu parce que très peu de gens se sont déplacés, que notre programme n'a pas été validé complètement. Donc, on va mettre un peu notre programme au niveau des citoyens pour que chacun puisse s'emparer du sujet et essayer de s'investir et de nous adapter notre programme par rapport finalement aux gens qu'on est censé représenter. Et j'ai trouvé la démarche plutôt intéressante. Mais très peu d'élus sont capables d'avoir cette démarche-là. Très peu d'élus sont capables de se dire est-ce que réellement, avec le peu de votants qui se sont déplacés, je suis représentatif du territoire que je suis censé représenter. Et résultat des courses, plutôt, et je pense aussi que ça a été un travail de SAP qui a été réalisé au Parlement, de se dire non seulement on va s'occuper un petit peu du projet de loi et des mesures liées au climat proposées par la Convention, mais indirectement, c'était aussi une manière de désavouer la parole citoyenne des 150 et de casser un petit peu tout de suite le processus pour dire tout de suite stop, vous voyez bien que ce n'est pas constructif. Ils nous ont conduit des mesures qui sont liberticides, qui ne sont pas adaptées, socialement qui ne sont pas acceptables. Enfin, vous vous rendez bien compte que finalement, les conventions citoyennes et la parole citoyenne, non, en fait, confiance à vos représentants que vous avez élus. Mais voilà, il y a cette espèce de jeu, et ce jeu-là, il est quand même lié aussi à la professionnalisation de la politique. Et ça, moi, là-dessus, je peux comprendre aussi, c'est leur gagne-pain. C'est leur gagne-pain. Donc, ces gens-là sont obligés à un moment donné de faire du clientélisme pour pouvoir vivre, exister. Et bah oui, forcément, le vent souffle vers là, bah, on va suivre le vent. Et malheureusement, le vent ne souffle pas dans le sens du climat. Les lobbies sont passés par ici et ils ont fait le travail pour leur rappeler que l'économie passe avant l'écologie. Et malheureusement, le courage politique n'a pas été au rendez-vous. Merci beaucoup Mathieu. Et donc une dernière question pour toutes et tous en quelques mots avant de passer aux questions du public. Quels sont d'après vous vraiment les grands blocages, les grands derniers blocages qui empêchent ces changements radicaux de société et ces changements qui sont nécessaires pour faire face à l'urgence climatique? L'argent. Si vous deviez en quelques mots. L'argent. C'est toujours un problème de pouvoir, et le pouvoir et l'argent vont souvent ensemble. C'est malheureux de devoir le dire, mais quand on s'aperçoit que des lobbying d'industriels et d'industries vraiment très polluantes ont plus de place à la table des dirigeants que des organisations citoyennes qui ont vraiment à cœur de défendre les intérêts de ces 10 citoyens, bah, déjà, c'est qu'il y a un gros problème. Et quand on en parle avec une ministre qui nous répond « Mais à la tête des entreprises, il y a des citoyens. » Oui, bah, on sait très bien qu'une entreprise, il y a quand même un besoin de résultats. Il y a besoin de faire du profit, sinon ça ne sert à rien. Donc, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui arriver à toujours remettre le spectre sur ce champ de l'économie, du business, avant même le bien-être finalement des citoyens? Et enfin, il faut que ces entreprises se mettent bien dans la tête également que quand il n'y aura plus de planète, quand il n'y aura plus de ressources,
il n'y aura plus d'argent à se faire non plus. Donc, c'est également dans leur intérêt de changer le plus rapidement possible de modèle et de se poser des questions. On sait très bien qu'on ne pourra pas faire sans les entreprises et qu'on ne pourra pas du jour au lendemain se passer de l'agroalimentaire pour se nourrir, etc. On ne peut pas faire un truc aussi radical comme ça pour nourrir les milliards de personnes qu'on est sur notre planète. Mais il faut se poser des questions sur peut-être l'avenir qu'on souhaite aux futures générations et à notre génération aussi, parce qu'on voit déjà les conséquences du changement climatique. Donc, c'est un petit peu ça aussi, changer le spectre. Qu'est-ce qu'on a vraiment à cœur, l'intérêt économique ou les intérêts des citoyens et du peuple. Annie voudrait réagir aussi. Alors à ça, moi, je vais globaliser. Je parle souvent de choix géostratégiques. Voilà. Et très, très sincèrement, je pense que beaucoup résulte de là. Je reviens sur l'économie circulaire où on sait qu'à peu près 85% de nos déchets sont gérés par l'Asie, pour ne pas citer la Chine, que j'ai envie de dire, le plastique, du moins la filière du plastique, est une manne pour l'Asie ou la Chine. Forcément, derrière, il y a aussi des négociations entre les forces dirigeantes qui font que peut-être qu'on n'y arrivera pas. Et maintenant, là, on est en train de dire il faut recycler, on est en train de changer les filières de recyclage, alors que la production en amont n'est pas repensée. Donc, je pense qu'effectivement, on n'y arrive pas. Si on produit du plastique pour ensuite juste le recycler, ça ne change pas. Nous, dans notre réflexion, on a demandé justement à aider à ce changement d'outils de production en amont, ce qu'on peut appeler l'éco-conception, et c'est à partir de là qu'il faut travailler. Mais il y a de très grandes décisions qui sont liées à des choix, des choix de partenariat plus que commercial. Hein. Ça, je pense qu'il faut bien le comprendre. Ça joue sur l'énergie, ça joue sur les prix, ça joue sur la consommation, ça joue sur énormément de choses. Merci Annie. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir sur cette dernière question ? Si vous voulez, non, juste si je veux ajouter un mini truc, c'est pour aller dans le sens de Stécie, tu as utilisé un mot hyper important, c'est pouvoir. Je pense que là, pour moi, en fait, quelque chose qu'il faudrait repenser et revoir en fait, chacun et chacune d'entre nous dans le radar, c'est que l'écologie, c'est avant tout un rapport de force, un rapport de pouvoir. Et qu'il est temps de regarder dans les yeux. C'est-à-dire que pour moi, on peut difficilement décorréler l'écologie et le climat de questions plus générales d'économie. Donc, ce que Annie parle aussi de géostratégie, c'est de problèmes politiques plus globaux. Mais j'ai l'impression quand même qu'on paye aujourd'hui une inertie. Enfin, l'inertie qu'on se paye aujourd'hui, c'est une inertie qui est le reliquat de 40, 50 ans de néolibéralisme et de destruction totale de l'idée de bien commun et de pouvoir public. Moi, j'ai l'impression quand même de ma fenêtre qu'on a honte maintenant de parler de choses aussi simples que de la lutte des classes, par exemple. Ce concept, il a été complètement décrédibilisé, notamment depuis la chute du mur, etc. Or, tout le concept, tout l'outillage conceptuel marxiste, lutte des classes, etc., est encore extrêmement opérant et n'a peut-être même jamais été plus opérant qu'aujourd'hui. Et donc, pour moi, on ne peut pas faire l'économie de replacer l'écologie et le climat au sein d'une lutte plus globale contre en fait, la domination de toutes sortes. Et en l'occurrence, là, on est face à une domination particulière, qui est la domination du système thermo-industriel sur le vivant. Et si je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de penser ça comme ça. C'est-à-dire qu'il faut, pour arriver à un niveau de prise de conscience et à un niveau d'action suffisant, il faut se dire qu'on est face à un changement civilisationnel, quoi. C'est quasiment métaphysique ce qui nous arrive aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'à mon avis, c'est ce qui rend le passage à l'acte si difficile. Un propos, je ne savais pas que Barbara Pompili avait dit une ânerie de ce type-là, qu'à la tête de telle ou telle entreprise polluante, il y avait des citoyens. C'est un citoyen, mais qui est avant tout pris dans des rapports de pouvoir face à des actionnaires, face à des investisseurs, face à sa propre carrière, qui fait en sorte qu'il va plutôt aller chercher des intérêts privés, court-termistes, plutôt que le bien commun. Et c'est ça qu'il faut réinventer, et c'est notamment à travers des luttes collectives, citoyennes, qu'il faut y arriver. Donc, je n'ai pas la recette miracle, mais en tout cas, rien que le constat est important, je pense, d'avoir en tête.
Merci beaucoup César pour cette dernière réponse. Et finalement, j'enchaîne directement avec vous puisque la première question du public vous est adressée. La question, c'est si l'État ne fait rien, que va-t-il rester au niveau population ou vie dans les années à venir, donc en 2040, en 2100, voilà, je ne sais pas, peut-être des chiffres. 12. Non, je sais pas. Je pourrais moi, pas j'ai été quantifier. surprise. Je sais pas. Je suis désolé, mais je pourrais pas quantifier le nombre de vies qui sera détruite d'ici à 2040, 2050, 2100. Enfin, bien malin sera celui qui le fera. Je pense qu'il faut aussi se dire que le futur n'est pas écrit et que, enfin, en fait, il y a un truc à voir, c'est que si demain on se paye une énorme crise économique, par exemple, et que la moitié des industries mondiales est à l'arrêt, on va y arriver en fait à nos objectifs climat, puisque de fait, on va beaucoup moins consommer d'énergie fossile et on aura probablement une réduction drastique de nos émissions. Simplement, ce n'est pas une transition qui est souhaitable socialement, ce n'est pas une question qui est souhaitable tout court, qui sera destructrice et qui fera très mal. Mais c'est juste pour illustrer que finalement, si on se paye des crises sanitaires, économiques très violentes, le problème climatique, d'une certaine manière, sera réglé. Mais ce n'est pas du tout la manière dont il faut voir le truc. Ce qu'il faut penser, c'est une transition juste. Et c'est bien ça tout l'enjeu, et notamment tout l'enjeu que le Haut Conseil pour le climat essaye de résoudre dans ses différentes publications. Donc, tout ça pour dire que le futur n'est pas écrit, on ne sait pas, on ne saura même pas ce qu'il adviendra de la population mondiale d'ici à 30 ans, etc. Donc, je ne saurais pas répondre à cette question-là. Stécie voulait enchaîner. Ouais, peut-être pour répondre plus du côté vivant, biodiversité. Il y a une image qui est assez cool de Philippe Brancola qui travaille au Muséum national d'histoire naturelle. C'est l'image de la tour Eiffel. En fait, il nous explique que en fait, chaque espèce, c'est une petite poutrelle, un petit rivet de cette tour Eiffel. Et que pour l'instant, on est en train d'en enlever un petit peu à des parties différentes de cette tour Eiffel. Et qu'on ne sait pas trop à quel moment on va enlever la dernière pièce qui vraiment faisait que la tour Eiffel restait en place. Et on va se retrouver avec un petit tas de ferraille. On ne sait pas trop quelle forme il va prendre, etc. Avec la biodiversité et le vivant, c'est exactement la même chose. C'est qu'on est en train de perdre des espèces, de perdre des écosystèmes, et qu'on ne sait pas du tout à quel moment est-ce qu'on va toucher à cet élément qui vraiment retient tout le reste et va mener à un effondrement. Je pense que ça peut s'appliquer également à nos sociétés. C'est qu'on est en train de déconstruire, de démembrer un petit peu et de vraiment fragiliser toutes nos sociétés et qu'on ne sait pas trop à quel moment ça va péter. Mais voilà, c'est ce qu'on appelle des points de bascule, quoi. Merci Stécie. Marine voulait réagir également à cette question. C'est une question à laquelle il est très compliqué de répondre parce qu'en fait, elle dépend elle-même de paramètres. C'est-à-dire que selon l'intensité du changement climatique et du réchauffement en fait, général du climat qu'on aura, les conséquences sont plus ou moins prévisibles. Au-delà d'un certain nombre de degrés, en fait, même les scientifiques sont incapables de réellement prédire quels seront les impacts du réchauffement climatique sur la planète en général. Puisqu'après, le deuxième critère, c'est quels effets sur qui, sur quoi. Stécie, elle a parlé de la biodiversité. César, il nous parle de nous, population, en fait, les crises économiques que ça peut engendrer, la misère, enfin voilà, c'est une autre conséquence que ça pourrait avoir. Il y a d'autres études aujourd'hui qui parlent des répercussions que ça pourrait avoir sur la santé, puisque le CO2 participe à la dégradation de la qualité de l'air qui lui-même est responsable d'un certain nombre de décès. Et l'augmentation des concentrations de CO2, forcément, va augmenter le nombre de décès. Aujourd'hui, on estime que c'est environ 150 000 par an. Et en plus, à ça, il faudrait ajouter la disparition de terres, par exemple, qui vont provoquer des nouveaux conflits, par exemple, dans certaines régions du monde, comme le Bangladesh, qui sont particulièrement soumises, qui sont une population très nombreuse et particulièrement soumises à ces risques de submersion. Et ça va engendrer des déplacements de population très importants qui pourront avoir d'autres types de répercussions qu'il est difficile en fait de quantifier. Donc moi, je pense que ce qui est important et un des enjeux des discours sur ces questions, c'est d'expliquer que c'est des questions qui concernent l'humanité. En fait, le changement climatique, il pose un problème à nous, les êtres humains, en fait, parce qu'il menace en fait la possibilité d'une vie en paix, dans de bonnes conditions, pour nous tous, à une échelle de temps qui est très proche de nous, en fait. Merci Marine. Une autre question du public. Ne pensez-vous pas qu'il faudrait plutôt proposer un changement global au gouvernement plutôt que 149 propositions précises? Est-ce que vous avez un avis sur ça? Mais en fait,
Merci. Alors, en fait, les 149 propositions étaient justement une aide pour répondre à un objectif national. Donc, ça veut dire que ça venait donner une dynamique supplémentaire pour pouvoir répondre à ces moins 40%. Et on l'a dit tout à l'heure, déjà, ces 40% n'étaient pas répondus avec l'ensemble des dispositifs mis en place. Et en amenuisant encore ces propositions, on n'y arrive pas. Mais bien sûr qu'il faut avoir une vision systémique. Déjà, sur les 149 propositions, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'on a travaillé sur 5 groupes thématiques et on a réussi quand même à avoir une cohésion sur l'ensemble de nos propositions parce qu'on voulait avoir justement une vue globale. Mais ça ne s'arrête absolument pas à 150 citoyens. Mais c'est ça l'optique, c'est ça la démarche. Et on a justement défendu dans plusieurs de nos propositions le fait d'arrêter de travailler en silo et d'avoir justement une convergence au niveau des guichets uniques, par exemple, voilà, comme autre exemple. Donc oui, bien sûr, c'est une vision globale qu'il faut voir. Stécie, un avis sur la question? Ouais, peut-être pour poursuivre sur ce qu'Annie a dit. En fait, je pense que même si on arrivait avec la clé vers une nouvelle société, ces gens ne l'accepteraient pas parce que ça nécessite de remettre en question ses privilèges en tant que dominants dans notre société. Et forcément, c'est pas facile à faire. Et tant qu'on n'arrivera pas à se déconstruire de cette manière-là, tant qu'on n'arrivera pas à se dire aujourd'hui, moi, mes privilèges sont en train de mettre en péril l'avenir de toute une génération, de toute une population, on ne va pas arriver à changer de modèle de société, en fait, parce que c'est compliqué et que ceux qui sont au pouvoir bénéficient en première ligne de ces privilèges. Mathieu? C'est vrai que parmi toutes les propositions qu'on a faites, on tire un petit peu les ficelles par-ci par-là. On a réussi aussi à faire des propositions sur l'éducation. Et c'est très certainement un des leviers qui va être ultra important. Alors effectivement, en gain immédiat d'émissions de gaz à effet de serre, il n'y a pas d'effet immédiat. Mais par contre, en termes de pouvoir créer quelque chose de systémique, là, on va pouvoir faire quelque chose d'intéressant. Et cette notion d'éducation, elle passe autant évidemment par la jeunesse, mais aussi par les étudiants, mais aussi par les élus. Et il y a plein de chapitres qui ont été évoqués pour que justement, il y ait des temps de formation et d'information et d'éducation à tous ces enjeux environnementaux pour qu'à un moment donné, finalement, tout le monde ait cette notion en tête et qu'on puisse faire avancer un petit peu les choses. Donc, on a quand même réussi, au travers des 149 propositions, à essayer justement de faire quelque chose de beaucoup plus constructif qu'uniquement des mesures qui s'additionnent les unes aux autres. Et cette notion, et toutes ces notions d'éducation sont primordiales et ultra importantes pour qu'à un moment donné, on puisse justement tous avoir dans un coin de notre tête les enjeux qu'il y a et que les décisions soient prises en fonction de ces enjeux-là. Et là, je crois que c'est Valérie Masson-Delmotte qui part du principe qu'en fait, globalement, un Français a le niveau, au niveau développement durable, transition et climat, un niveau 5e. Un niveau de 5e. Ça veut bien dire qu'à un moment donné, il y a quand même des lacunes phénoménales, y compris chez les adultes. Donc, ça veut dire que là, tous ces enjeux-là, il faut vraiment qu'on se les approprie pour qu'on puisse ensuite faire comprendre les choses. Enfin, là, on le voit bien. Moi, j'ai encore des gens qui me disent « Ah bah tiens, toi, avec ton réchauffement climatique, tu as vu le mois de mai qu'on a eu ?» Ouais, alors, la météo, c'est une chose, le climat, c'est autre chose. Enfin, voilà, on en est là. Et donc, effectivement, tant qu'on aura des degrés de connaissances aussi différents, on n'arrivera pas à faire entendre les choses correctement. Donc, c'est ultra important, ultra constructif d'avoir ces notions d'éducation et qu'on ait réussi à ce qu'elles soient quand même assez bien, elles sont assez bien passées et il faut vraiment s'appuyer sur tout ça pour construire les choses avec les gens et pour les gens. Super, merci. Merci beaucoup Mathieu. On va passer à une dernière question du public parce que l'heure tourne, on arrive déjà bientôt à la fin de ce webinaire. Donc, une dernière question, c'était vraiment en fait de savoir, en fait, concrètement, en tant que citoyen, justement, à part marcher une fois par mois, peut-être descendre dans la rue, comme on a pu en discuter tout à l'heure en termes de mobilisation, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre concrètement à partir du moment où le législatif ne suit pas? Stécie, peut-être, voudrait réagir. Ouais, c'est un truc que dit vachement Cyril Dion, c'est reprendre le pouvoir en tant que citoyen. Si vous avez de beaux idéaux, de beaux principes, rien ne vous empêche de vous présenter, d'aller dans ces instances où actuellement il y a pas mal de gens qui font de la merde, il faut le dire, et aller essayer de changer les choses de l'intérieur aussi parce que on est beaucoup à essayer de faire changer les choses de l'extérieur.
on le voit que ça ne suffit pas encore pour créer un réel changement, il faut aller dans ces entreprises, il faut aller dans les gouvernements et défendre ces idéaux, ces principes pour créer un réel changement en fait. Et peut-être pour ça, si vous cherchez en tant que citoyen, il y a des programmes comme Tous élus, notamment, qui vous permettent de vous former pour aller vous présenter aux élections, que ce soit les régionales, etc., députés, et essayer de rentrer dans ces fonctions. César, pour compléter. Ouais, je veux parler vite fait d'une étude que j'avais publiée il y a 2 ans qui s'appelle Faire sa part et qui essaye de montrer qu'il ne faut absolument pas opposer ce qu'on peut faire de manière individuelle et ce qu'on peut faire de manière collective. C'est-à-dire qu'on a fait un raisonnement par l'absurde où on a regardé si un Français faisait toutes les actions à sa main pour les éco-gestes du quotidien, il arriverait à réduire de 25% son empreinte, alors qu'il faudrait faire moins 80% pour arriver aux objectifs de la neutralité carbone en 2050. Donc, ça montre 2 choses. Ça montre que 25%, ce n'est absolument pas négligeable, et ce qui veut dire que les éco-gestes sont absolument indispensables. Il faut les faire, mais qui ne sont absolument pas suffisants non plus. Et que toute forme de mobilisation citoyenne, quelle qu'elle soit, que ce soit de la reprise de pouvoir en entreprise, dans une association, dans les formations et autres, sont bonnes à prendre. Et donc, c'est vraiment juste pour illustrer qu'il faut être sur absolument tous les fronts, à la fois sur le micro, au niveau de sa vie, puisque réinventer sa vie, c'est une condition nécessaire à la réinvention d'un imaginaire qui doit être celui de demain, mais aussi dans le macro, c'est-à-dire un engagement collectif. Et effectivement, si on réussit à le faire, il ne faut pas avoir peur de le faire. Merci César. Mathieu voulait compléter également. Oui, alors nous, c'est vrai qu'avec Annie, on travaille aussi là actuellement sur toute une série de rencontres un peu partout en France qui aura pour objectif justement que pour les citoyens s'approprient nos mesures, mais aussi de faire des rencontres avec les élus locaux pour que justement ce soit l'opportunité de mettre les choses à plat, de pouvoir échanger, de pouvoir voir concrètement comment ils peuvent éventuellement appliquer ces mesures-là, quelles sont celles qui sont retenues par les citoyens, qui les interpellent et qui voudraient peut-être mettre en application sur leur territoire, mais avec les élus qui seraient aussi présents là, sur une tournée des tiers-lieux. Et l'objectif, c'est vraiment que les gens s'approprient ces mesures-là et aussi que ce soit des lieux de rencontre directs entre les élus et les citoyens. Et ça passe très certainement aussi par ce type d'événement. Il faut vraiment que la connexion entre les élus et les habitants se fasse. C'est indispensable. Donc, allez titiller vos élus locaux, vos représentants, c'est ultra important, mais de manière constructive, et d'où l'intérêt aussi de s'appuyer sur les mesures qu'on a proposées. Allez revendiquer devant des permanences, c'est bien, mais si jamais derrière, on a des choses beaucoup plus concrètes et qu'on se pose autour d'une table pour poser les choses, dire voilà, nous, on veut ci, on veut ça, ça peut être aussi assez intéressant. Et à échelle un peu plus globale, actuellement, il y a aussi tout un mouvement qui est en train de se lancer, la primaire populaire, qui peut être aussi quelque chose d'assez intéressant. Il faut aller voir un petit peu ce que c'est sur le site, mais c'est 10 grosses propositions qui parlent d'écologie, de justice sociale et qui ont pour objectif de faire monter en puissance la volonté citoyenne pour avoir éventuellement un candidat qui se présente en 2022, mais qui soit issu d'une volonté populaire et citoyenne. Donc ça peut être aussi encore un champ d'action qui peut se développer sur l'année qui vient et voilà, sortir un petit peu justement des codes imposés par nos politiciens et voilà. Il faut aller les remuer comme nous, on a pu le faire à la Convention parce qu'on a senti quand même une évolution dans le fonctionnement des parlementaires par rapport à nos travaux. Il faut aller titiller, il faut remuer les choses, il faut retourner la table et il faut faire en sorte qu'on soit écouté. Et si on n'est pas écouté, qu'on puisse, nous, à un moment donné, être en place pour pouvoir se faire entendre. Merci Mathieu. Annie, rapidement, avant la fin. Effectivement, ça a été repris, les 25%, 75% d'actions, c'est la notion de la gouvernance qu'on retrouve. Finalement, qu'est-ce qui fait qu'on va être de nouveau motivé à intégrer les gestes du quotidien et à être acteur de la cité. Et je pense que tout le monde, à son échelle, peut faire quelque chose. Et Mathieu vient de le dire, pour moi, des clés de réussite de la Convention, c'est toutes les sollicitations et les projets qu'on a sur le terrain, des actions concrètes sur le terrain. Et ça, voilà, ça, c'est tout à fait possible.
Et il a parlé de la tournée des tiers-lieux, donc on va y revenir plus tard, mais c'est aller sur les territoires et voir ce qui est possible d'appliquer à travers ces propositions-là, mais déjà ce qui se fait sur ces lieux de vie. Donc voilà, donc vous pouvez vous renseigner autour de vous, mais oui, c'est pas simplement que les éco-gestes, effectivement. Merci beaucoup, Annie. Et un tout dernier point de vue, celui de Marine sur cette dernière question. Alors, je partage les points de vue qui ont été donnés. Moi, j'ajouterais deux choses. C'est à sortir de sa sphère de confort et aller parler aux gens qui ne sont pas convaincus, en fait. Parce qu'on a toujours tendance, nous, les écolos, à rester entre nous et à se gargariser en se disant « Ouais, c'est mal, il faut faire comme ci, comme ça. » Mais en fait, c'est pas à nous, on prêche les… Enfin, voilà, on est convaincus, quoi. Donc, c'est la question d'aller sortir de l'idiotie, je dis à mes étudiants, parce qu'au sens étymologique, idiot, c'est être tourné vers soi-même. Et il ne faut pas qu'on soit idiot. En fait, il faut qu'on aille vers les autres et qu'on arrive à les convaincre et à parler en leur parlant. Et la deuxième piste, moi, qui me semble particulièrement féconde d'un point de vue plus de conquête du pouvoir, c'est qu'il y ait une forme de fédération qui s'organise entre tous les mouvements citoyens, sociaux qui existent et qui ont des liens autour du climat, mais pas que. Tous ceux autour des questions sociales. Et ici, je pense notamment aux quartiers, tous les mouvements des quartiers, les Passons-nous. Voilà, il y a un ensemble d'associations très actives. Il faut se fédérer, en fait. En étant atomisé et isolé, on n'arrivera jamais à conquérir le pouvoir et à se constituer comme une force. Autrefois, il y avait des forces fédératives, c'était les syndicats. Elles ont disparu, ça ne fonctionne plus. Les partis politiques ne permettent plus de relayer les demandes sociales. Donc, c'est à nous, en fait, les acteurs de la société, de nous fédérer pour faire valoir nos intérêts. Et c'est qu'à cette condition qu'on y arrivera, quoi, vraiment, je pense. Voilà, on termine sur ces très bons conseils de Marine et de tous nos intervenants et intervenantes. Ce webinaire touche déjà à sa fin. Donc, merci à tous et à toutes d'avoir répondu à nos questions, d'avoir participé au débat. Grâce à vous, maintenant, nos auditeurs et auditrices sont incollables sur le contenu de la loi climat, sur ses écueils, et il faudra rester attentif au passage du projet de la loi au Sénat, donc dans la deuxième quinzaine de juin. Et pour aller plus loin sur cette thématique, vous pourrez retrouver dans les commentaires de la rediffusion du live des liens vers les travaux et les actions des intervenants. Voilà, je vous invite aussi à suivre la base et le média Penser l'après pour davantage d'événements de ce type. Petite information aussi importante, la base a réouvert ses portes, comme on l'a dit au début, enfin du moins sa terrasse il y a une semaine, et propose toute une programmation culturelle et festive pour cet été. Donc, ce sera pour vous l'occasion parfaite de découvrir le lieu, peut-être de rejoindre vous aussi des projets engagés, voilà, pour vous mobiliser. Le jeudi 3 juin également, vous pouvez venir participer à une soirée d'accueil pour les nouveaux bénévoles. Et idem à Penser l'après, on recrute régulièrement des bénévoles. Donc, si le côté média associatif vous plaît, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur nos réseaux. Voilà, merci beaucoup. Et je vais laisser la parole à Chloé qui va clôturer ce webinaire. Merci beaucoup, Christy. Oui, alors moi, je voulais juste prendre la parole 30 secondes pour, encore une fois, vous remercier tous, à tous nos intervenants, donc les 150, Penser l'après Carbone 4, l'affaire du siècle. Merci à tous d'être venus nous faire un bon bilan sur la loi climat. Je voulais aussi remercier l'équipe de réalisation du live, donc Lucas à la réalisation, Hugo et Solène à la programmation et à la modération Facebook, Benjamin et Brice à la programmation, Morgane à la communication. Donc, vous pourrez retrouver ce live visionnable sur notre page Facebook, donc n'hésitez pas à le partager et à participer à prix libre si ce n'est pas déjà fait. Donc, à nouveau, rendez-vous demain à la base autour d'une bière. On sera encore une fois ravis de tous vous voir et comme l'a dit Christy également, la semaine prochaine, le 3 juin, pour la soirée d'accueil des bénévoles. Voilà, merci à tout le monde et je vous souhaite à tous une bonne soirée.